Bienvenue sur les nouvelles filles de la campagne. Les filles que vous allez rencontrer sont arrivées il y a quelques mois, quelques années. D'autres sont natives du territoire, ce qui ne les a pas empêchées d'aller explorer d'autres lieux. En les rencontrant, ce fut une évidence, c'étaient elles mes nouvelles héroïnes. Elles étaient dans l'hôtellerie, dans le soin, dans l'enseignement. Maintenant, leurs journées sont rythmées différemment. Alors soit par les animaux, les marchés de producteurs, la météo. Elles ont eu le courage de tout remettre en question en changeant de vie, en changeant de métier, en mettant plus de sens dans leur quotidien. Je suis Sandrine et dans ce podcast, je vais vous partager nos conversations qui, je l'espère, vous feront réfléchir, vous feront plaisir, sourire et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou pas. Ensemble, on vous parlera de ce que leur procure ce changement de territoire, de vie et de métier. Les nouvelles filles de la campagne ont 25 ans, 50 ans, peu importe. Ce qu'elles ont en commun, c'est une sacrée volonté. Elles ont du courage, elles sont passionnées, passionnantes et certainement un peu inconscientes. Pour cet épisode un peu spécial, dans le cadre du podcaston, j'ai choisi de donner la parole à l'association Ça roule pour toi. Alors c'est une association locale, née ici en Dordogne et tenue principalement par des femmes, on pourrait presque dire des nouvelles filles de la campagne. Cette association donne la possibilité à des personnes vivant avec un handicap de sortir de leur quotidien, grâce à des activités de loisirs, de sport et en l'occurrence la randonnée. Alors l'association, elle permet de découvrir des territoires en local, mais pas que. Elle crée du lien entre les personnes valides et les personnes vivant avec un handicap. Je ne vais pas tout vous raconter, car j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Anne et Christine à mon micro. Bonjour Anne. Bonjour Sandrine. Est-ce que tu souhaites te présenter ? Non, tu ne souhaites pas te présenter, tu vas te présenter. Dis-nous ce que tu as envie de nous dire sur toi pour qu'on comprenne un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. J'habite à Chalais depuis 5 ans simplement, petit village du Périgord vert, très peu connu mais charmant. Je suis maman de 3 grands-enfants et je suis grand-mère d'un petit garçon qui aura bientôt 5 ans. Je suis en effet dans ma 58e année. Je suis aussi dans ce secteur pour animer l'association Ça roule pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née l'association ? C'est quoi le chemin vers la création de ce projet, de cet assaut ? La création, elle est partie de loin, elle est partie des sentiers de randonnée des Pyrénées, où je me suis beaucoup promenée, et c'est là que j'ai découvert la Joëlette. Donc Joëlette, chaise roulante qui se promène sur des tout petits sentiers, qui peut aller sur les sommets des montagnes pyrénéennes, donc assez surprenant. J'ai randonné plusieurs années dans les Pyrénées avec une association qui s'appelle Humaine, Univers Montagne Esprit Nature, qui est basée à Toulouse et qui randonne essentiellement dans les Pyrénées. Donc je suis partie plusieurs années avec eux. Et chemin faisant, c'est le cas de le dire, l'idée a germé de développer ça en Dordogne parce qu'on a une vraie toile d'araignée de sentiers de randonnée, de patrimoine, d'espaces naturels, oui. Et l'envie de faire ça chez nous. Et comment, toi, donc sportive, tu fais de la rando dans ta vie, voilà, de tous les jours. Oui. Enfin, ça fait partie de ta vie en tout cas. Comment l'asso Humaine rentre dans ta vie de randonneuse ? Humaine, je l'ai découvert à travers la revue Pyrénées Magazine, à laquelle j'étais abonnée il y a de ça 15 ans, et tout un grand article sur Humaine avec des photos magnifiques de Joëlette et de tout un équipage sur des sommets pyrénéens. Et à la fin de l'article, une adresse mail où j'envoie un mail et je dis j'ai envie de participer à un week-end. Tout simplement. Tout simplement. Comme ça, dans une revue. Oui. Dans ton entourage, il n'y avait pas forcément des personnes vivant avec un handicap. Il y en avait énormément, D'accord. Puisque je travaillais dans le handicap, dans le transport auprès de personnes en situation de handicap. C'est une belle transition que tu viens de nous faire. Donc là, tu nous as expliqué un petit peu finalement comment était née l'idée de l'assaut en Périgord vert. Mais il y a un autre chemin, me semble-t-il. Tu m'en as parlé la dernière fois. Je ne découvre pas tout aujourd'hui. Il me semble aussi qu'il y a ce chemin professionnel. Oui, il y a ce chemin professionnel. On va dire que j'en suis à mon 3e et dernier métier. Tu sais pas. Vu mon âge. Bon, ça dépend de l'âge de la retraite qui nous attend.
Mon premier métier et mon métier de cœur, c'est l'élevage. J'ai été éleveuse pendant 20 ans. Donc agricultrice. Agricultrice, oui. C'est toujours le thème que j'ai utilisé, agricultrice. Et on peut passer d'un métier à un autre qui soit complètement différent, puisque après 20 ans d'agriculture, j'étais 15 ans taxi woman. À Périgueux et autour de Périgueux. Dans la Dordogne, j'ai visité la Dordogne de long et en large. J'ai rencontré des gens formidables. Et non seulement tu connais tous les chemins de randonnée, mais tu connais toutes les routes du Périgord. Aussi, oui. Des petites routes, des petites départementales peu connues en Dordogne qui méritent le détour. Ton exploitation, elle se situait plutôt du côté de Périgueux. Oui, mon exploitation, elle était plutôt du côté au sud-ouest de Périgueux, vers Saint-Astier. D'accord. Elle y est toujours. Elle y est toujours. Agricultrice, taxi, mais pas n'importe quel taxi. Donc pas n'importe quel taxi, parce que le souhait, ça a été de s'orienter vers le transport de personnes à mobilité réduite, qu'on appelle TPMR. À l'époque, ça n'existait pas du tout en Dordogne. Et là, ça a été un projet par rapport à des personnes pour lesquelles il y avait des difficultés de transfert dans les véhicules, ou des impossibilités de transporter les personnes, ou les personnes étaient transportées en ambulance, alors qu'elles pouvaient très bien être dans leur fauteuil, et l'investissement dans des véhicules adaptés, et du coup une clientèle très spécialisée sur du transport en fauteuil. Tu décides effectivement de démarrer un nouveau projet, donc, qui est le taxi adapté, mais comment te vient finalement cette idée ? Cette idée, elle vient parce que parmi des proches, une difficulté au niveau de leur enfant polyhandicapé à transporter ses enfants du domicile à la maison d'accueil spécialisée, toujours des ambulances compliquées, toujours des transferts. Et de là est venue l'idée d'investir dans ces véhicules, donc avec un supplément de coût et l'interrogation de savoir si on allait derrière avoir la clientèle. Finalement, c'est par ton entourage que tu décides d'avoir ce projet. Pendant combien de temps ? Pendant 15 ans. Pendant 15 ans. 15 ans de rencontres avec des personnes vivant avec un handicap très différent, avec des histoires très différentes, des difficultés pour chacune un peu uniques. Des âges différents ? Des âges différents, d'enfants de 4-5 ans jusqu'à des personnes de plus de 80 ans. Et des partages importants justement sur le loisir aussi, et la difficulté d'avoir du loisir. D'y accéder. Et alors c'est comme ça que ça chemine ? C'est comme ça que ça chemine, racontant que je vais dans les Pyrénées ce week-end et je vais aller faire de la joëlette en montagne. Si vous voulez, vous m'accompagnez. Et l'envie d'embarquer des gens avec moi dans cette histoire. Après, je me suis rendu compte que pour eux, descendre dans les Pyrénées, déjà, ça, c'est compliqué. Déjà, c'est ne pas savoir où on va être logé, ça, c'est encore plus compliqué. Randonner en montagne, avec des chemins escarpés, ouf, pas facile. Mais je me rends compte que tous ces gens-là, ils vont plus sur les chemins de randonnée, ils vont plus en forêt, tout simplement. Faire une balade en forêt, prendre un chemin de campagne, mais c'est inaccessible, que ce soit en fauteuil manuel ou en fauteuil électrique. C'est pas possible. Il y a seulement la joëlette découverte dans les Pyrénées qui permet ça. Est-ce que tu peux réexpliquer un peu, ou du moins décrire, puisque les gens nous écoutent, les gens ne voient pas. Enfin, j'espère qu'ils iront tous et toutes sur le site, bien entendu. Mais là, tu peux nous décrire ce que c'est qu'une joëlette ? C'est dur à dire, hein ? Joëlette. Joëlette, mémotechnique, le prénom Joël, parce que c'est lui qui l'a fabriqué pour son neveu polyhandicapé. Joël, accompagnateur de montagne, et voulant amener son neveu dans les Alpes, faire de la randonnée en montagne. Trop bien. La joëlette, c'est comme une chaise à porteur, un fauteuil roulant avec une roue sous le fauteuil roulant, une roue centrale, un guidon à l'arrière, avec une personne qui à l'arrière va faire l'équilibre. Comme quand on monte sur un vélo, on démarre, on n'a pas l'équilibre. Le pilote à l'arrière, il est dans la même situation. Et à l'avant, devant le fauteuil roulant, des brancards, et accrochés aux brancards, des harnais. Au harnais, on va atteler une mule humaine. Donc on est 3, la mule, la personne avec son handicap dans la joëlette, et à l'arrière, le pilote.
Et sur les deux côtés, des parades, puisqu'on est dans une Des parades, puisqu'on est dans une situation d'équilibre. Ah ouais. Pas facile. Ah ouais. Une belle entreprise à haut risque, mais qui vaut le détour. Il faut une sacrée coordination entre tous ces acteurs-là. Alors justement, c'est là l'intérêt de la Joëlette, c'est que c'est très fédérateur et que ça oblige à de la coordination et à de l'écoute. Et c'est ça qui est aussi intéressant, je pense, dans cette démarche. Ça pourrait être bien pour les entreprises. Tout à fait. Faire du team building, pour rassembler les équipes, pour fédérer les équipes. Là, on est sollicité par un lycée pour justement les journées d'intégration pour fédérer les équipes. Etc. Carrément. Ouais. Il y a un business là. Peut-être. Bon, donc je visualise mieux en tout cas ce que c'est que la Joëlette. Très bien. Là, tu nous as donné un peu le chemin vers ce projet, cette idée. Comment tu la mets en place ? Pour la mettre en place, il ne fallait pas être seul. Donc, Christine, cliente taxi, a fini par m'accompagner dans les Pyrénées, partir faire un bivouac en montagne. Donc, une fois que tu lui avais vachement proposé, là, comme tu l'as proposé, là, il y en a une qui a levé la main, c'est Christine. Ah, il a fallu y travailler quand même. D'accord. Ça peut paraître surprenant, mais il a fallu y travailler. Et finalement, on est partis ensemble dans les baronnies dans les Pyrénées, où on est parti en bivouac, en montagne. Et Christine, elle est revenue regonflée, motivée. Elle a ensuite motivé d'autres personnes. Moi, j'ai rencontré Virginie, personne importante de l'association, puisque c'est ma collègue animatrice. Virginie qui tout de suite a vraiment compris le fonctionnement de la Joëlette, l'esprit de humaine, et s'est sentie bien là-dedans. Et c'est avec cette équipe, Virginie, Christine, puis Vincent, qui avait participé aussi à une sortie humaine par l'intermédiaire de Christine. Il y a quand même un homme dans l'aventure. Il n'y a pas que des femmes là-dedans. Il y a quand même un homme. Mais il y a beaucoup de femmes. Parce que quand on a décidé de monter l'assaut, on a fait appel à un noyau qu'on appelle les marcheuses en folie. C'est un groupe de marcheuses de marche nordique. Donc marche assez rapide, mais qui ont vraiment tout de suite Avec les bâtons. Avec les bâtons, qui ont tout de suite soutenu le projet et qui sont quand même le noyau dur de l'association. Avec Virginie, on décide en effet de mettre en place une association où il y aura pour nous un statut de salarié. Disons tout de suite, vous aviez ça en tête ? Non. On l'avait l'avait en tête. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. En fait, on était toutes les deux quand même sur un projet de reconversion de nos professions. Virginie était professeure des écoles. Moi, j'étais chauffeuse de taxi. Moi, j'avais en plus vraiment envie de ne plus être assise dans mon taxi pour des raisons physiques et de santé. Oui. Et ce que je partageais avec des gens en voiture, autant dans les discussions que dans les bons moments, je me disais que ça pouvait pour être autre chose que pour un rendez-vous médical, mais plutôt pour aller faire une balade en forêt, effectivement. Et avec Virginie, on a quitté toutes les deux nos emplois pour se former. Il fallait un diplôme. Donc, c'est quoi le diplôme ? Un diplôme d'animatrice de loisirs sportifs, option randonnée et orientation. C'est le diplôme qu'on a passé. C'est obligé d'être option randonnée ? Non, Est-ce que tu peux avoir, par exemple, quelqu'un qui a un diplème d'état d'éducateur sportif ça aurait été mieux. Ah ouais. Ok. Donc non, c'est qu'on n'avait aucun diplôme en lien avec le loisir et le sport et la randonnée. Donc, en fait, on a passé ça pour des histoires de sécurité et de réglementation. À partir du moment où on partait avec des gens en balade, il fallait quand même s'assurer qu'on était dans les clous. Voir un casier judiciaire vierge. On ne nous l'a pas demandé. C'est vrai ? Non. Donc on ne sait pas tout sur nous. Très bien. C'est compliqué d'ouvrir une association, de créer une association. Ouvrir, on dirait qu'on ouvre un magasin. De créer une association, c'est compliqué ? Alors, ce qui est compliqué quand on crée une association, qu'on veut en faire une association employeuse, c'est une activité qui n'existe absolument pas sur le département, c'est de partir de zéro. Ouais. Et de se poser la question, est-ce qu'on est auto-entrepreneuse ? Est-ce qu'on se met en scope ? Ah oui, les coopératives. Est-ce qu'on fait le choix de l'associatif ? D'accord. Donc là, on a participé à Émergence, on a fait une pré-incubation. Émergence Périgord ? Voilà, Émergence Périgord, on a fait la pré-incubation, ce qui nous a permis de monter notre projet social et économique.
comme ça qu'on l'appelle. Oui, parce qu'effectivement, pour Émergence Périgord, tu dois rentrer dans certains critères. Oui, on a été retenu Oui. par rapport... Mais à ce moment-là, on ne savait pas si on serait sur un choix associatif. On l'a choisi pendant cette formation où on a travaillé sur ce sujet-là. Et où on a fait, effectivement, c'est le modèle socio-économique de l'association qui permettait de voir si on partait vers quelque chose de viable, de logique. Est-ce qu'il y avait un besoin ? Oui, aussi. C'est ça qui est important. Oui. Communiquer, ce qui n'est pas le plus simple quand on part de zéro, quoi. Oui. Il y a un côté quand même excitant parce que tu pars d'une page blanche, mais tout est à faire, j'ai envie de te dire. Oui. Donc là, avec Virginie, on a beaucoup travaillé, je pense, toutes les deux, plus avec le conseil d'administration de l'asso. On a été bien entourés. Et c'est vraiment toute une équipe qui est partie sur ce projet. S'il n'y avait pas eu cette équipe, ça aurait été difficile. D'ailleurs, j'avais une question, et c'est encore la bonne transition. Qui sont les gens qui font l'asso ? Alors, les gens qui font l'asso, c'est une 60aine d'adhérents maintenant. Il y a des adhérents sympathisants parce qu'ils trouvent... Je croyais que tu allais dire sympathiques et d'autres. Sympathisants et sympathiques. Très bien. Qui sont des gens qui soutiennent le projet, mais qui ne sont pas forcément sur place, mais qui suivent ça de près. Ensuite, il y a des adhérents actifs. Oui. Alors, qui sont là pour mettre en place les activités, pour aider à la com, pour aider à la gestion, pour faire des recherches pour du financement, pour conduire les joëlettes, pour s'asseoir dans les joëlettes. Oui. Il y a besoin de beaucoup de monde pour toutes ces tâches. Il faut beaucoup de monde et 60, on n'est même pas de trop. Je pense que là, on parle que des joëlettes alors qu'on a quand même un autre matériel qui prend beaucoup de place, qui a même devancé la joëlette. Eh bien, vas-y, on t'écoute. C'est le vélo porte-fauteuil. Je décris. Oui, décris. C'est un vélo, comme un vélo cargo, mais à l'avant, c'est une plateforme très large, 1,10 m de large, qui bascule et qui permet, en basculant, de reculer une personne en fauteuil roulant, sans transfert, directement sur la plateforme, en fauteuil roulant manuel. Le fauteuil est emmené, on recule le fauteuil sur la plateforme, on attache le fauteuil par 3 points de sécurité, on met la ceinture à la personne, on lui met le casque et on s'installe à l'arrière et on part pour quelques kilomètres de vélo en randonnée. Donc là, c'est un autre rapport parce qu'on est, nous, Virginie ou moi, animatrices, qui partons avec une personne particulière ou résident en EHPAD ou polyhandicapé dans une masse. Et là, on part à 2 en balade. Donc ça veut dire que par moment, il y a des activités de groupe avec les joëlettes, par exemple. Tout à fait. Et là, tu viens de nous décrire une activité sportive, de loisirs, de découverte, juste en duo. En duo. Il y a toute une partie de nos activités qui se font en duo, avec les animatrices des EHPAD, de plus en plus. C'est elles qui viennent vous chercher, qui en fait, elles connaissent l'asso et elles vous contactent pour vous demander de pouvoir gérer ces activités ? Ça a plutôt été l'inverse, puisqu'on n'était pas connus. Oui, mais maintenant... Maintenant, on a des appels parce que le réseau des animatrices entre elles fonctionne. Donc, on se retrouve une après-midi dans une EHPAD et on promène sur une après-midi 5-6 résidents qui vont faire une demi-heure de vélo avec nous. Une demi-heure de vélo, c'est une balade de 5-6 km en campagne autour de l'EHPAD. Donc, beaucoup de choses à voir. Ouais, par contre, avec les montées qu'il y a ici, des fois... Alors, on a de l'assistance électrique et on a des bons mollets. D'accord. Et on choisit notre parcours. On fait une reconnaissance avant pour ne pas se retrouver en bas d'une descente sans pouvoir y remonter. C'est une activité qui est rémunératrice. Les prestations, elles sont payantes dans les EHPAD. Oui. D'accord. On en a besoin puisqu'on est 2 salariés à temps partiel, c'est vrai. Pour pouvoir à un moment donné payer ces 2 salaires, il faut qu'il y ait des prestations qui soient rémunératrices. Oui. Okay. Le choix du salariat, parce que quelquefois on nous demande pourquoi on a fait ce choix-là, c'est que si on n'était pas toutes les 2 salariés, l'association, elle n'en serait pas là où elle est et on ne promènerait pas autant de gens. Ça, c'est sûr et certain. Tu penses que c'est plus engageant ? En fait, c'est ça la différence ? Enfin, une asso avec des salariés, ça veut dire qu'il y a un engagement peut-être qui est plus fort, plus important. Il y a du temps consacré. Il
Il y a réellement du temps consacré à l'asso, ce qui n'est pas forcément le cas des fois des assos qui sont constitués que de bénévoles. C'est ça la nuance ? Ouais, la difficulté sur une association uniquement bénévole, notamment sur l'activité qu'on fait nous, Oui. C'est qu'on ferait plus que 2 ou 3 sorties dans l'année. On n'aurait jamais été contacter les EHPAD et passer des après-midi dans les EHPAD parce qu'on aurait eu un autre métier. Oui, et ces après-midi-là, on n'aurait pas été disponible pour aller dans les EHPAD faire des balades. Et que c'était un choix, je pense, pour Virginie et moi, d'avoir une profession en plein air auprès de gens qui aient besoin de retrouver les sensations que nous, on trouve à pied et à vélo. C'est ça qui était important. Encore une super transition, mais j'ai envie de te demander, est-ce que tu peux nous expliquer finalement tout ce que fait l'association, tout ce que met à disposition l'association ? Alors les activités, elles sont différentes, on en a parlé un petit peu. Il y a les randonnées en goélette, Oui. donc ça, il y en a régulièrement. Elles sont proposées sur le site. On organise maintenant des séjours. On peut partir 3 jours sur un lieu où on va découvrir un lieu, passer des soirées ensemble. Ça aussi, c'est important, prendre du temps ensemble. Montrer aussi qu'on peut être avec un handicap, mais dormir dans un gîte d'étape, être parfois un peu à la débrouille, mais il y a là des personnes qui vont donner un coup de main et qui vont organiser les choses pour que ce soit facilitant. Difficile de trouver des gîtes adaptés, hein. Ouais, Très difficile. ouais. On va parcourir des coins qu'on connaîtra pas forcément, y compris en Dordogne. On y passe 3 jours. Ça veut dire qu'on a le temps dans ce lieu de découvrir vraiment un secteur, du patrimoine, des chemins, prendre du temps pour faire des lectures de paysages, pour découvrir la faune, la flore. Ça peut être très lent. Et on se dit qu'on a aussi besoin de ça, de prendre du temps ensemble. Ça peut être aussi à l'extérieur du territoire ? Ça peut être à l'extérieur du territoire. Cet été, on partira pas très loin, on partira en Corrèze. J'ai une piste pour aller du côté du Tarn-et-Garonne, à Saint-Antonin-Nobleval, où on vient de trouver un gîte avec plusieurs chambres PMR, personnes à mobilité réduite. En fait, je pense que les lieux se déterminent plutôt en fonction des gîtes que tu trouves. Exactement. Ouais. Oui. Bah oui. C'est le tellement lieu compliqué. qui va nous accueillir. Ouais. On trouvera toujours des sentiers sympas, à moins d'être au bord d'une autoroute À Senlis. et dans la Beauce, où ça nous tenterait moins. Mais voilà, c'est certainement le lieu d'hébergement qui détermine les lieux de séjour. Ensuite, il y a le vélo porte-fauteuil qui va s'adresser plus à des particuliers ou à des structures, EHPAD. Donc là, on rayonne sur beaucoup le Périgord vert, mais on a aussi des EHPAD sur le secteur de Périgueux, sur la Haute-Vienne. Oui. Là, je vais présenter le matériel à une maison de retraite à Limoges la semaine prochaine. Et puis ensuite, on fait de la sensibilisation. Ça, c'est par l'Office de tourisme du Périgord Limousin. On fait des jeux pendant l'été. On participe à l'été actif, où on est mobilisé pour faire des jeux pour les vacanciers, mais aussi pour les familles, autour d'un jeu de loi avec toute une sensibilisation autour du handicap. On a déjà fait ça l'année dernière et on refait ça cette année. Et puis la sensibilisation, c'est justement auprès des lycées. Là, on a une demande d'un lycée sur Périgueux, sur une section santé sociale, qui aimerait avoir un témoignage d'une personne vivant avec un handicap, présentant tous les besoins qu'elle peut avoir, et un temps en extérieur pour se mettre à la conduite de la goélette. Donc une classe essentiellement de filles d'ailleurs, pour faire de la conduite de la goélette aussi. Pourquoi essentiellement de filles ? Santé, sociale, essentiellement de filles. Ah ben voilà. Encore, Ouais. malheureusement. Encore et toujours. Très bien. Et donc, l'idée, c'est de faire une après-midi où elles vont se balader elles vont découvrir la goélette, elles vont l'utiliser là qu'entre personnes valides. C'est-à-dire, elles s'installent dans la goélette. Ouais. Ça aussi, c'est important. De vivre ? S'asseoir dans une goélette et se laisser en confiance promener par des personnes, sachant qu'on est sur une situation d'équilibre et qu'il faut faire confiance aux gens qui sont... Coéquipiers. aux coéquipiers, oui. Donc ça fait quand même un sacré panel Ouais. d'activités, j'ai envie de dire. Et notre dernière, il y en a encore une. notre dernier petit bébé, c'est Ah oui. un accompagnement de personnes isolées dans le schéma qui s'appelle Bien vieillir en Dordogne. On a eu un financement pour accompagner des personnes isolées, âgées. Et on se retrouve avec un petit groupe qui va de 60 à 93 ans,
avec des personnes surprenantes, 93 ans, qui disent « Moi, je suis arrivée là il n'y a pas longtemps, mais je n'ai pas envie d'aller jouer à la belote au club des aînés. Moi, j'aime la marche. Donc, j'aimerais bien venir marcher avec vous. » Donc, on a adapté un groupe. Il n'y a pas de joëlette, il n'y a pas de vélo-fauteuil, mais on part marcher sur la voie verte de Thiviers, sur la voie du Taco. Doucement, en fait. Doucement. Tranquillement. On prend notre temps. J'ai même des petits fauteuils dans mon sac à dos au cas où il faudrait faire une pause. Ah oui. Et là, on entend des choses extraordinaires avec ces personnes-là. De rire, d'émotion. Et c'est quoi le critère isolé? Parce que pour moi, tu vois, quand tu as dit ça, isolé, je me suis dit plutôt parce qu'ils sont seuls, ils sont même pas dans un lieu dit, ni dans un mot. Tu dis ça, isolé parce qu'ils n'ont plus de famille? Alors, c'est quoi le... Isolés, si, ils ont de la famille, mais ils sont isolés parce qu'ils peuvent plus conduire, donc aller à des activités. Ils sont isolés parce qu'ils peuvent plus aller marcher, même à côté de chez eux. Mais seul, parce que quelquefois la famille a dit non, maman, tu t'en vas pas dans les bois toute seule, ce qui peut se comprendre, ce qui est raisonnable. Sûr. Mais eux, ils ont vraiment l'envie, enfin elles, parce que là encore, on a quand même un groupe de femmes. D'accord. Elles ont vraiment envie d'être en lien social. Il y a eu des rencontres qui ont été très chouettes entre ces personnes-là. Et ça, c'est très riche. Je ne m'attendais pas à autant de richesse avec ces personnes-là. Et ça, c'est quand? C'est où? Alors, comme on a eu un financement pour ça, c'est 7 rencontres qui se passent du mois de novembre jusqu'à fin mars. 7 rencontres qu'on espère prolonger parce qu'on ne va plus avoir de financement. Mais ces dames, elles ont bien envie qu'on continue à se voir. Donc, on va faire d'autres recherches. Et la prochaine, elle est le mercredi 13 mars. Et on ira certainement sur la voie du Taco qu'elles ne connaissent pas. Ah oui. Et quand tu parles de financement, c'est pour aller les chercher, par exemple? C'est le... On a eu un financement que je trouve très intelligent. C'est un financement pour aller les chercher, covoiturer, les amener sur le lieu de la balade. On fait la balade ensemble et ensuite on les ramène. C'est-à-dire tout est pris en charge. Ok. Donc avec un financement du conseil départemental et de la mairie de Thiviers qui accompagne ce projet. La taille de l'asso, ça correspond à quoi? Et est-ce qu'il y a une importance? Alors à l'heure actuelle, la taille de l'asso, donc c'est une 60aine d'adhérents avec 2 animatrices qui sont les fondatrices de l'association, qui ont monté donc, ça Virginie avec eux. Et toi? Virginie et moi. On s'est déjà posé la question du développement de l'association si on avait plus de demandes. On est toutes les deux à temps partiel et on ne veut pas travailler plus. Moi, je veux même travailler moins. Et l'idée, ce serait plutôt de réfléchir à essaimer s'il y avait des besoins par ailleurs. Plutôt que d'aller courir au sud du département et de faire des kilomètres pour amener du matériel à Bergerac, plutôt se dire, il y a des besoins à Bergerac, on essaye de voir si on ne peut pas créer 2 emplois là-bas et qu'il y ait une asso qui se monte avec un conseil d'administration et d'autres gens qui s'impliquent là-bas. Comme si cette asso, elle était un peu le pilote et que tu pouvais développer des petites antennes. Oui, mais qui soient autonomes. Oui. Que tu sois un peu le modèle. Et une aide. Pour dupliquer. Exactement, pour dupliquer. C'est tout à fait ça. Dupliquer avec nous, toute l'expérience qu'on a eue en démarrant de rien du tout. Avec les choses bien, les choses moins bien. Et comme Exactement. Ça, aussi, les choses moins bien, vous n'allez pas les faire puisque nous, on l'a vécu. C'est ça? Oui. D'accord. Et plus facilitant, parce que par exemple, nous, on a eu des aides pour acheter du matériel. Plus ça va aller, moins on va trouver du financement facilement. Qu'une autre asso qui se crée indépendamment, elle va être nouvelle, elle va être accompagnée, elle va pouvoir participer à des budgets participatifs, demander des aides à la région, à l'Europe, ce qu'on a fait nous. Ok. Ça veut dire qu'une asso qui est existante depuis très très longtemps, elle a de moins en moins de budget parce qu'elle est ancienne? Oui, tout à fait. Sur des emplois aidés, c'est plus compliqué. Tu as déjà fait des demandes de financement, mais tu les fais plusieurs fois. Oui. Tu n'es pas toujours sur des projets innovants. Tu ne peux pas toujours innover. Là, par exemple, cette année, nous, on va innover avec l'escargoline. On en parlera. Tu vas m'en parler après. Donc là, on peut trouver du financement, mais après, pour pérenniser les emplois, c'est certainement pas le plus facile. Il faut développer de la prestation, donc bien communiquer. Ce qui n'est pas notre fort, j'avoue. Je voudrais rien dire, mais on a un podcast aujourd'hui. Là, je voulais te demander si vous aviez besoin de quelque chose. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de qui? Alors, de quoi on a besoin? Surtout de qui? Alors, de qui on a besoin? On a besoin de pilotes, de mules et de gens joyeux et ayant envie de faire de la randonnée. Souvent, on nous dit, mais allez chercher des sportifs, des randonneurs.
Mais finalement, est-ce que c'est toujours là que le public qui a envie de s'engager autour d'une randonnée tranquille sera motivé? Je ne sais pas. On a envie de gens solidaires. D'accord. Et qui viennent nous accompagner. Conduire une goélette telle qu'on l'a présentée tout à l'heure, ça peut paraître difficile. En fait, on adapte les choses, on s'organise ensemble, on met plus de monde s'il y a besoin de mettre plus de monde, et on se relaie. Plus on est nombreux, plus on peut se relayer, moins c'est fatigant. Si demain je vous rejoins, ma première sortie, tu vas me former sur le moment, ou il va falloir qu'on se rencontre avant et que tu m'expliques, que tu me... L'idéal, ça serait qu'on se voit avant et que tu te formes à la goélette avant. Parce qu'on s'est rendu compte que des personnes qui se mettaient à piloter à l'arrière avec une personne en situation de handicap dans la goélette, ils se crispent, ça leur fait très peur parce qu'ils sentent que cette personne-là, ils en ont la responsabilité. Oui, si on s'entraîne entre gens valides, ou si je te mets un sac de ciment dans la goélette qui fera un poids et qui te mettra vraiment dans la condition de l'équilibre, c'est une meilleure position pour appréhender ensuite la conduite de la goélette. Donc les gens qui veulent nous rejoindre à l'association, effectivement, ils auront un espèce de petit apprentissage avant de se lancer dans l'aventure. Donc, parmi notre programme de l'année, par exemple, au mois de juin, il y a la journée sport et environnement qui se passe à Mialet, qui est une journée très festive et très joyeuse, organisée par le conseil départemental, où on est présent. Nous allons faire de la formation à la goélette. Et c'est l'occasion de venir. On a formé l'année dernière des personnes à la goélette qui sont maintenant des experts de la goélette. Des experts de la goélette. Parfait. Donc, surtout, besoin de qui plutôt que de quoi ? Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui ? On a besoin de com parce qu'on n'est pas très bonne sur la com. Et on n'a pas dans nos adhérents encore des gens... Le souci de notre asso, c'est qu'on n'est pas très visible. On est sur les sentiers de randonnée, on est dans la campagne, on est sur le parking d'un petit village quand on démarre notre rando. On n'a pas un lieu comme les assos du coin, je pense à l'Hangar, le Chaplin, la récréative, un point, les polissonnes, on sait où ils sont, on sait où s'y retrouver. Oui. Nous, il faut aller sur notre site, il faut être adhérent pour recevoir nos mails et nos infos sur nos sorties. Et c'est ça notre difficulté. Donc on chemine lentement pour se faire connaître. Après, ces lieux-là, comme le hangar, etc., doivent être des points d'ancrage pour vous communiquer. Oui, c'est vrai, il faut du partenariat avec tous ces gens-là. Moi, je pense qu'en termes de coopération, on a encore des choses à faire et on en est tous conscients, on en parle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'association prochainement ? Moi, à titre perso, j'ai reçu l'email avec toutes les dates. Les dates de sortie, on les retrouve sur le site, c'est ça ? Oui, on les retrouve sur le site et quand on est adhérent, on reçoit effectivement un mail avec le programme de toutes les sorties et puis au fur et à mesure, à chaque sortie qui va venir, tout un détail de comment s'organisera la randonnée. C'est quoi la récurrence à peu près, juste pour donner une idée à ceux qui nous écoutent ? À peu près tous les 2 mois pour les sorties en goélette cette année. D'accord. On a prévu d'en faire cette année un peu moins, mais sur des durées plus longues, plutôt sur la journée pour avoir du temps ensemble avec un temps de pique-nique. Les projets à venir, c'est quoi ? Un super projet, c'est l'achat d'une escargoline. Je vais te demander de décrire ce qu'est une escargoline. Un matériel qui ne va pas très vite, qui permet d'aller à nouveau sur les sentiers comme la goélette, mais qui est stable parce qu'on se retrouve avec 3 roues, une espèce de petite carriole qui normalement est tirée par un âne, mais là qui a été adaptée pour de la traction humaine. Donc on fonctionne pareil avec une mule, même 2 mules à l'avant. D'accord. Une petite carriole où on peut mettre 2 personnes. Ça peut être justement une personne qui vit avec un handicap et qui a son enfant qui voudrait faire la balade avec nous. Ils sont tous les deux installés sur l'escargoline et ça, c'est chouette. Oui. Il n'y a pas besoin de parade de chaque côté, si bien qu'on a beaucoup plus de visibilité quand on est sur l'escargoline. On n'est pas entouré de gens qui nous protègent, entre guillemets. Et derrière ? Et derrière, il y a un pilote qui, lui, va juste accompagner quand il y aura une bosse, quand on va pilote, mais il marche. Le pilote il marche. Il soutient s'il y a besoin. Voilà, il fait l'équilibre, mais l'équilibre, il est là puisqu'il y a déjà 2 roues, 3 roues avec la roue jockey à l'avant. C'est très stable. Et en fait, on cherchait un intermédiaire entre la goélette et le vélo-fauteuil avec quelque chose de stable et qui permette à beaucoup plus de nos adhérents randonneurs de conduire notre matériel. Ça veut dire que l'escargoline est plus accessible ?
Elle est plus Que accessible. la Joëlette. Tout à fait. Elle est plus accessible à certains randonneurs qui ont peur de se mettre à la conduite de la Joëlette. D'accord. C'est très roulant, que ce soit en termes de mule à l'avant, c'est très roulant. Donc, même dans une côte, on a l'impression de ne pas forcer. Mais dans une descente. Et dans la descente, eh bien, c'est le pilote de l'escargoline qui a des freins à l'arrière. Il faut qu'on trouve le budget. On vient de s'inscrire sur J'adopte un projet à la région Nouvelle-Aquitaine. J'adopte un projet. Ouais. J'adopte un mec, j'adopte un projet. On doit faire un petit entretien avec un jury la semaine prochaine pour savoir si on est sélectionné. Il n'y a que 20 dossiers sélectionnés en Nouvelle-Aquitaine. Ah. Donc, questionnement encore de savoir si ça sera avec ce budget-là. Ça coûte cher, ça ? 6 000 €. On trouvera le financement d'une façon ou d'une autre. Quoi qu'il arrive. Je pense qu'on a fait le tour à peu près sur l'association en elle-même. J'ai 2 dernières questions pour toi, Anne. Comment tu vis ce rôle, ce métier, cette activité en tant que femme sur un territoire dit rural ? Très simplement, je crois j'ai aucun questionnement par rapport à ça. Alors, je pense que c'est parce que je suis dans le milieu rural depuis que je suis née. Ouais. Qu'à 5 ans, j'étais dans une bergerie à aider à l'agnelage des brebis. À 16 ans, j'apprenais à labourer. Mon père me laissait dans un champ pour labourer et me disait « Je reviens dans 2 heures pour voir ce que tu as fait ». À 20 ans, je m'installais toute seule dans l'agriculture avec plein d'hommes qui m'observaient, mais toujours avec une bonne relation avec ce milieu rural, avec ce milieu masculin. Et je me sens vraiment à ma place dans ce milieu rural depuis très très longtemps, mais facilité parce que je suis de ce milieu-là. Et là, quand je me balade à vélo, notamment là très régulièrement sur la Coquille avec un résident de l'EHPAD, ce résident qui est charpentier-couvreur, qui observe la nature, qui a été chasseur, on part en balade ensemble. Il m'apprend des choses, je lui apprends des choses. Aucun souci par rapport au fait d'être femme en milieu rural, oui. Et de quoi tu serais, alors je sais que tu n'aimes pas le terme, plus fière, plus heureuse, plus épanouie ? Enfin aujourd'hui, ça fait quelque temps maintenant, mais qu'est-ce qui te procure le plus de bonheur grâce à l'association ? Eh bien, c'est d'avoir osé. Parce qu'on partait de rien du tout, on ne pouvait pas faire seul, d'avoir osé solliciter des gens autour de moi, d'avoir osé... chercher des financements, chercher des partenaires, acheter ce matériel. C'était difficile quand même à petite échelle, ça peut être difficile. Hein. C'est pas parce qu'on fait une toute petite entreprise que c'est pas difficile. Et là, on sent qu'il y a vraiment de la solidarité, il y a du partage, il y a des gens intelligents. Et bon, c'est un plaisir de travailler. Enfin, c'est mon 3e métier et je l'aime beaucoup. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à notre conversation ? Bon, je crois pas, on a fait le tour. Hein. Non, j'ai la petite phrase de la fin. Alors, le petit mot de la fin, ça serait, dans mon métier d'animatrice, le vécu l'emporte sur le prévu. C'est-à-dire qu'on organise une randonnée, on a fait un programme, et les choses ne se passent jamais comme on veut, parce qu'on est avec des personnes qui ont un handicap. On va démarrer pas forcément à l'heure qu'on avait prévue. On va se retrouver face à un chemin où finalement il y a un arbre qui est tombé la veille et on est avec la Joëlette. La météo, un orage s'annonce. Et ce qui est important, c'est ce qu'on vit. C'est pas forcément ce qu'on a prévu. Et quand on a compris ça, on fait les randonnées sereinement et toutes nos sorties sereinement. Est-ce que tu n'as pas une anecdote à nous partager ? Rigolo, on s'est retrouvés à Saint-Julien-de-Bourdeil sur une randonnée où on avait fait la reconnaissance quelques jours avant. Et là, effectivement, il y avait un arbre qui était tombé. Et il a fallu passer avec la Joëlette sous l'arbre, avec Christine qui était dans la Joëlette, le casque qui accrochait au tronc de l'arbre, pencher la Joëlette. Donc on était à 10 ou 12 pour faire passer cette Joëlette sous le Et Christine sous le est tronc restée d'arbre. sous l'arbre. Oh, Christine, elle a rigolé, elle adore ça, c'était même pas assez pour elle. Ok. Merci Anne, merci beaucoup. On vient de terminer avec Anne, on va enchaîner avec Christine. Alors, bonjour Christine. Bonjour Sandrine. Est-ce que tu as envie déjà de te présenter, nous dire qui tu es ? Oui, Oui, bon déjà c'est bien, elle me dit oui déjà. Elle a envie. je veux bien. Alors je t'écoute. Alors, Christine, âgée de 67 ans,
maman de 2 grands-enfants, moi aussi, de 43 et 36. Et oui, je ne suis plus toute jeune. Et de 3 petits-enfants de 18, 16 et 4 et demi. Le même âge que le petit-fils de Anne. Que dire d'autre sur toi, Christine? Beaucoup de choses. Et voilà, donc je vis, moi, dans un petit hameau de 20 habitants sur la commune de Saint-Priest-les-Fougères. Je suis isolée, enfin, je suis toute seule en début de village. Oui. Dans une très belle maison, d'ailleurs. Oui. Bon, je dis toujours isolée géographiquement, mais pas socialement. J'ai su créer un réseau autour de moi. Bon, ce village est très dynamique avec des personnes très accueillantes et très bienveillantes. Je suis revenue vivre dans la maison familiale. C'est la maison de mes arrière-grands-parents, donc qui a été construite au début du siècle. Et je suis revenue vivre dans cette maison suite à un diagnostic de sclérose en plaques à l'âge de 35 ans. Et 3 ans après, j'ai été mise à la retraite pour invalidité. Donc je suis une jeune retraitée. Je me À doutais qu'elle allait 38 me ans, dire ça. Voilà, Ouais. à 38 ans, j'étais à la retraite. J'ai travaillé 15 ans dans un établissement à Clairvivre, proche d'Excideuil, où j'étais déjà animatrice. Je gérais le temps de loisirs de personnes handicapées mentales adultes. Et avec l'évolution de la maladie, je suis revenue vivre dans la maison de mes arrière-grands-parents. Dans cette fameuse maison où Voilà. tu es aujourd'hui. Mon père m'a conseillé d'aller vivre là-bas. En 1998, je suis revenue habiter, j'habite depuis ce moment-là dans ce hameau au Madarnay. Moi, je voudrais qu'on aborde donc le sujet du handicap et de la ruralité. Parce que lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, finalement, je me suis demandé est-ce que c'était plus compliqué pour une personne vivant avec un handicap, donc de le vivre à la campagne, plutôt qu'en ville. Est-ce que c'est plus facile en milieu urbain? Est-ce que c'est plus difficile en campagne? Ou je dis des bêtises? Pour moi, ce n'est pas plus difficile de vivre à la campagne à partir du moment où on se constitue un réseau autour de soi d'aide humaine. Et sinon, ce n'est pas plus compliqué. Et je dirais même que c'est beaucoup moins anonyme que d'habiter en ville, que d'être en ville. De vivre son handicap en ville. Oui. C'est beaucoup plus anonyme. Là, j'ai créé un réseau autour de moi. Tous mes voisins et même voir les amis qui sont plus loin. Ou les amis de mes amis. Voilà, sont formés, couchage, puisque je suis dépendante. Donc, je suis levée et couchée avec un lève-personne. Donc, le matin, j'ai une aide à domicile. Donc, toute la partie du matin. Après, j'ai les aides-soignantes pour la toilette. Donc là, les matinées, j'ai quelqu'un pour me faire manger le midi, puisque je ne peux plus manger toute seule. Et après, l'après-midi, ça va, ça. Et le soir, j'ai quelqu'un 2 fois par semaine pour me coucher. Oui. Alors, peut-être la seule difficulté qu'il peut y avoir, c'est qu'en milieu rural, on est couché à Avec les 19h le soir. Tu m'as dit. Mais je ne suis pas sûre qu'en milieu urbain, Ce soit différent. ce soit beaucoup différent. Parce que, ou alors, il faudrait une équipe de nuit. C'est quoi? C'est la chaudière. C'est une vis sans fin qui amène les granulés de la grange. Ah, j'ai eu peur, je croyais que c'était des grêles. Non, C'est non. grêle. Ça va faire un petit bruit pendant 4-5 minutes. Ok. Je sais pas. Bon, en tout cas, si vous entendez des bruits, c'est les granulés qui alimentent la chaudière. Voilà, c'est fun. Tu dis que ça te paraît plus simple, mais finalement, c'est parce que c'est un réseau d'amis. Est-ce que tu aurais autant de possibilités de services en ruralité qu'en milieu urbain, tu vois?
Ou tu Mais vois pas? je vois très bien. Ouais. Pour moi, ce n'est pas une difficulté. Nous avons la chance d'avoir encore 4 médecins sur la coquille, Oui. qui est à 10 km de chez moi. Bon, c'est vraiment un réseau après qui s'est constitué, c'est-à-dire que les infirmiers se déplacent, pareil, viennent à domicile. Le kiné vient à domicile. D'accord. Donc après, au niveau des soins, moi je dis que c'est pas plus compliqué. Bien sûr, je suis loin de l'hôpital, mais il y a des moyens de se déplacer, hein. Il y a l'ambulance, il y a encore l'hôpital de Saint-Thirier qui donne aussi la Oui, oui, possibilité. Mais enfin bon. Mais tu vois, Bon. c'est toi. Est-ce que tu penses que d'autres personnes qui vivent avec des handicaps ont les mêmes réseaux que toi? Est-ce que c'est parce que c'est toi que c'est Christine? Parce qu'il y a quand même qu'une Christine dans le Périgord vert. Oui, non. Ou tu vois, est-ce que les autres personnes, d'autres personnes avec des handicaps, auraient les mêmes réponses que toi? Oui, C'est ça que je me demande. C'est ça, c'est qu'il faut le vouloir aussi. Et moi, je dis qu'il ne faut pas être dans la plainte. Parce que les personnes, elles n'ont pas envie de voir quelqu'un malheureux ou quelqu'un triste ou quelqu'un qui se plaint tout le temps. Vous savez... Tu me vois maintenant. tu sais... Ah, tu parles aux auditeurs et aux auditrices, c'est ça. Ouais, ça. Elle parle au public, C'est ça, je parle au public. cette Christine. Oui, tu vois, tu me fais perdre le fil. Oui, non, mais tu disais qu'effectivement, on n'avait pas forcément... Enfin, Oui, que tu oui. n'étais pas dans la plainte, etc. Voilà, parce que les personnes, elles n'ont pas envie. Moi, j'ai un exemple, j'ai une amie, parce que je trouve que c'est très significatif, une amie qui avait un cancer, enfin, de la vessie, et il ne savait pas s'il lui enlevait la vessie. Donc, sur les conseils de l'infirmier, elle est venue me voir, et elle a pleuré pendant 3 heures. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, et au bout d'un moment, je lui dis, Brigitte, qu'est-ce que tu veux? Et elle me dit, je veux continuer à avoir du monde. Et bien, je dis, continue à pleurer et tu verras plus personne. Et là, elle est rentrée chez elle. Elle m'a dit, je n'ai pas dormi de la nuit. Elle dit, j'ai pensé à ce que tu avais dit, je n'ai pas dormi de la nuit. Et le lendemain, elle est venue avec un gros bouquet de fleurs. Et elle me dit, si tu savais ce que ça m'a fait, Oui. combien, même si c'était un petit peu raide, elle dit, si tu savais comme ça m'a fait du bien. Ben, finalement, ils ne lui ont pas retiré la vessie. Elle a su après dépasser... Bon, après, ils ne lui ont pas retiré parce que peut-être que le cancer n'était pas... Mais le fait de dire, ben voilà, continue à pleurer, puis, ou continue à te plaindre, tu verras plus personne. Donc, Et toi, qu'est-ce que tu as finalement, tu m'en as parlé un petit peu la dernière fois et tout à l'heure aussi, qu'est-ce que tu as mis en place, anticipé, pour qu'effectivement il n'y ait pas d'isolement et que ce soit compliqué? Tu peux nous en dire un peu plus? oui. Moi, je dis la première chose que j'ai faite quand j'ai vu que je ne pouvais plus conduire, donc il y a 15 ans que je ne conduis plus, j'ai dit je veux continuer. J'habite le Madernais. C'est un peu isolé quand même. C'est Non. un peu le bout de... Ouais, Pas du tout. un peu le bout de nulle part. Donc, je me suis dit, voilà, tu veux continuer à te promener, à te balader, à aller voir des spectacles. Eh ben, prends une voiture adaptée qui te permettra... Ce sera plus facile de trouver un chauffeur que de trouver une voiture, quelqu'un avec une voiture adaptée. Donc, j'ai acheté une voiture adaptée. Après, je me suis toujours posé la question, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux continuer à aller, aller au spectacle, donc tu prends une voiture. Elle insiste avec les spectacles. Ouais, Elle adore ça. Hein, ouais. Tu veux aller... J'avais des copains qui buvaient toujours l'apéro au comptoir et moi j'étais toujours en bas du comptoir. Donc j'ai dit un jour je serai au comptoir avec vous. Donc j'ai demandé un fauteuil verticalisateur. Celui que tu as là voilà. permet de te redresser. Permet de me redresser pratiquement droite et maintenant depuis 2 ans. Bon, tu bois des coups à tous les comptoirs. Voilà, je bois des coups. Et là, c'est vraiment la Ferrari du fauteuil ou la Rolls-Royce du fauteuil. D'accord. Donc, il s'allonge
Donc, je peux dormir dans mon fauteuil. Je peux dormir de nuit, puisqu'après, il faut quand même une toilette Oui. au bout de... Voilà. Donc, j'ai mis en place ces choses-là. Après, aller toujours au camping ou au festival. Donc, j'ai pris une tente. Tu fais les rêves parties. Non, parce que je n'aime pas l'électro. Mais tu dis festival. Oui, Qu'est-ce que c'est alors? Festival de musique. Ouais. Oui, j'ai fait souvent Aurillac, Luxeuil, le bout du monde, le festival du bout du monde. Enfin bon. J'ai jamais fait le. Oui, non, incroyable, toi. mais j'ai une amie qui habite dans le même hameau que moi, où on a écumé tous les festivals. Et alors, c'est quoi les moyens mis en place pour aller au festival? Ah, tu parlais de tente. Oui, une tente où c'est comme des tentes igloo, Ouais. mais suffisamment hautes et où on peut rentrer dedans, où il n'y a pas de rebord. Ouais, pour faire passer le Voilà, fauteuil. pour faire... Ah oui, des Voilà. fois, c'est vrai qu'il y a un. Ouais. Ouais. Et là où il n'y a pas de rebord, Oui. donc voilà. Un lit de camp, j'ai un lit de camp. Et j'ai demandé un lève-personne pliant, ça existe, lève-personne pliant qui rentre dans ma voiture. Qui se plie comme ça, je peux le transporter dans ma voiture. Avec tout ton matos, là, t'es autonome. Ah oui. Oui, madame. Ah oui. Parce que ça m'est... T'as oublié Oui. les piquets de la tente. Oui. Donc là, elle a Oui. une anecdote, apparemment. T'es partie avec tout ton matos, Oui. la classe à Dallas, Ouais. mais t'avais pas les sardines. Mon fils, c'était pas les sardines, C'est c'était quoi? les piquets carrément. Ah, les arceaux. Ouais, les arceaux. Maman, ça Mon devait être fils simple. avait oublié de mettre les arceaux. Et alors? Eh ben, j'ai couché, donc c'était à Aurillac, sur un stade à Aurillac, et j'ai couché dans le bureau des rugbyman. Voilà. Avec ou sans rugbyman? Eh ben, je les voyais, mais c'était l'équipe des vétérans, donc c'était... le matin, ils venaient faire chauffer le lait pour les festivaliers. En même temps, vétéran, c'est jeune, non? C'est peut-être 35 ans. Moi, je veux bien. hein. Ah non, là, c'était pas l'équipe première, disons. Super. Donc, oui, mais c'est... Bon, t'as trouvé une solution. Ouais. Mais enfin, moi, je dis que moi, je n'ai pas envie non plus que tout soit accessible. Qu'on rende tout accessible. Parce que sinon, tu n'as plus... je vous vois. Tu C'est ma prestance. n'as plus de contact humain. Si tout est accessible. Moi, j'ai un ami qui est en fauteuil. Je comprends ce que tu veux dire. Et voilà, tu vois... Oui. si Enfin, développe, mais j'ai compris où tu veux en venir. Si tout est accessible, si on te rend tout accessible, tu ne parles plus aux personnes. Tu n'aurais plus besoin De parler aux personnes. ouais, Là, de j'ai personne pour t'aider. Un ami qui est en fauteuil, mais il est en manuel, et qui dit, moi, je vais acheter mes chemises à Bordeaux. Les chemises sont à l'étage. Oui, Il n'y a pas d'ascenseur. Oui. Mais il dit, au moins, les vendeuses viennent. oui, Elles me parlent, elles vont me chercher les chemises. je comprends. Elles vont enfin, je vais dans la cabine d'essayage, voilà. Ouais. Que si je pouvais monter au premier étage, je ne verrais personne, parce que je prendrais mes chemises. Tout seul. Je prendrais mes chemises Ok. tout seul. Bon, après, il y a des endroits, mais il ne faut pas non plus... Moi, je dis, une personne en situation de handicap, on a des droits et des devoirs comme tout le monde. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on doit arriver avec nos banderoles en disant, voilà, je suis handicapé. Moi, je dis à la caisse des supermarchés, quand on vous dit, ben, passez, puisqu'il y a des caisses prioritaires, Oui. je dis, non, je suis assise. Moi, je peux attendre, je suis assise. Voilà, donc... Très bien. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour sur la partie ce que tu as mis en place pour oui, oui. vivre le handicap en ruralité? C'est bon Oui. pour toi? Pour moi, le plus important, ce n'est pas plus difficile. Plus difficile. Il suffit de s'organiser et de créer effectivement un réseau. Ah, bien sûr, hein, si on peut habiter, on a vu des personnes qui viennent avec nous dans les randonnées, mais qui sont isolées. Moi, je dirais pas isolées, elles sont seules. Ça, Là, moi, je suis ouais. pas seule. J'ai envie de te dire, handicap ou pas, lorsque tu es seul quelque part, Mais c'est oui, dur voilà, en fait. voilà. Au final. C'est ça, hein, c'est pas le fait. Oui, Mais je dis, hein, ce qui est important, c'est effectivement de créer un réseau. Et être visible.
pouvoir sortir. Mais ça, faut aimer aussi, parce qu'il y a des personnes qui, ça ne les intéresse pas, ou ça devient compliqué, mais ça devient compliqué dans leur tête, quoi, hein, de se dire... parce que, bon, Anne... Tu veux dire, quand tu dis de se rendre visible, c'est le regard des autres? Oui. Oui, parce que Anne, on le voit, c'est-à-dire que les personnes, partout où je vais, regarde, il y a des exemples. Bon, toi, voilà, tu as réfléchi l'autre soir quand on est allé au repas, elle va me mettre à une table qui est au bord, pas une table qui se trouve de l'autre côté, parce que c'était c'était bondé, c'était déjà compliqué. Tu vois, bon, tu t'organises, tu l'annonces. Tu dis, voilà, je suis en fauteuil. Donc après, les gens... moi, je vais au cirque Annexon. C'est pareil, c'est des gradins. Tu as toujours une place. Au centre culturel, ils enlèvent 2 sièges devant pour que je puisse me mettre. Tu vois, voilà, mais il faut te dire que c'est... Parce que si tu ne sors pas, si tu ne montres pas, personne ne va faire d'effort pour... Bien sûr. Pour te faciliter... les déplacements ou la vie complète. Dans les concerts, c'est sûr, je vais dans les concerts, je vais devant. Même si mon fauteuil se verticalise. Ouais. Bon, je suis sourde en principe quand je ressors du concert, mais au moins j'en ai profité, quoi. Tu vois, il ne faut pas que ce soit... Mais je pense que c'est plus ma curiosité. Oui. Ce que m'a dit le neurologue, c'est que vous étiez curieuse avant et vous avez gardé vous êtes cette toujours curiosité. curieuse. Voilà. Christine, tu étais présidente auparavant. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. C'est quoi ton rôle aujourd'hui dans l'association? Je suis toujours dans le conseil d'administration. Oui. Après, dans les commissions, donc, ou dans les groupes de réflexion. On a dit qu'on ne voulait pas de travail. Réflexion. Les groupes thématiques. Des groupes thématiques, attention. Donc, je suis dans 2 groupes. Comme j'ai été animatrice pendant 15 ans et que j'ai monté des projets, donc effectivement, ce qui m'intéressait, c'était la partie projet et activité, et aussi dans le fonctionnement. Donc, tu es toujours finalement très active au sein de l'asso. Ouais. Et ensuite, tu es donc aussi participante. Et oui. Voilà. Moi, j'avais envie de te demander quelle était ta plus belle aventure, ton meilleur souvenir. Tu veux qu'on commence par la plus belle aventure? Oui. Bien, vas-y, on t'écoute. Alors, c'est la première sortie dans les Pyrénées. Celle donc avec Anne parlait tout à l'heure. Anne m'a traînée. Traînée, carrément. Non, moi, c'était ce que j'appréhendais, c'était la stabilité. Je ne savais pas ce que c'était une Joëlette. Je n'en avais jamais vu. Moi, ce que j'appréhendais, c'était la stabilité dans la Joëlette, puisque je n'ai pas de maintien du tronc, quoi. Hein, pas de... Donc, c'était plus ça la difficulté. Je me demandais comment on pouvait être dans cette espèce de chaise en équilibre sur une roue. Donc, c'était plus ça que j'appréhendais. Mais là, je dois dire que ça a été un véritable bonheur de se retrouver, même si effectivement les mules et les pilotes, ils ont beaucoup transpiré. Nous sommes arrivés à 1900 mètres d'altitude. Donc, en passant sur des gros rochers, c'est incroyable. C'était vraiment 1, 2, 3, on passait un rocher, 1, 2, 3, on repassait un autre. Donc, le bivouac en haut dans la montagne, et se réveiller le matin, donc bivouac c'était dans une tente, et se réveiller le matin au milieu des chevaux sauvages, au milieu des montagnes, dans un cadre super. Ah oui, là c'est le plus beau souvenir, hein, vraiment. Combien de temps ça a duré cette aventure? 3 jours, on est parti. 3 jours? 3 jours. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Ce que j'ai apprécié, c'était surtout ce côté solidaire, humain, de personnes, parce qu'ils en ont quand même un petit peu bavé. J'avais moins de poids peut-être que maintenant, parce qu'il y a combien d'années? 2017. J'avais moins de poids, mais enfin bon, quand même, hein, c'était pas évident. Et
moi, ce que j'ai apprécié, c'est cette solidarité, quoi, de personnes que je ne connaissais pas, qui partent à l'aventure. Bon, j'avais une amie avec moi qui était venue pour m'accompagner. Il y avait Anne, mais il y avait Muriel. Une amie de Toulouse qui était venue avec moi, donc qui s'occupait de moi. Oui, ça, c'est vraiment ce côté solidarité, ce côté humain. partage. Vous étiez nombreux ? Rencontre, une vingtaine. D'accord. Une aventure comme celle-là, ça a un coût, j'imagine ? Oui, ça a un coût. Ben oui, c'est plus important dans la logistique et dans l'accompagnement. Donc c'est quoi comme budget, par exemple, pour me donner une idée ? C'est quoi, 300 €, un peu plus de 300 €. Ça va. Et moi, je pensais que sais pas si pour cette sortie-là, si. Moi, j'ai eu un financement de la MDPH, une aide aux vacances, ça, ce qu'ils appellent. Et ça existe. Donc, les gens qui nous écoutent, c'est important. Oui, il faut demander. C'est aide, je sais pas comment c'est précis. Enfin, aide quelque chose aux loisirs, aux vacances. Ouais. Ok. Non, mais en tout cas, ce qui est important de savoir, effectivement, c'est que si des personnes ont envie de tenter une aventure comme celle-ci, il y a un coût, mais il peut y avoir une prise en charge. Oui. Très bien. Quand tu es rentrée chez toi, ça faisait quoi ? Il me tardait de repartir. Tu en as fait plusieurs, des aventures comme celle-ci ? Ah oui, mais pas... Pas aussi loin. C'est la plus... Non, pas comme ça, aussi haut dans les Pyrénées. En Ariège Si, en Ariège aussi, ouais. Ça serait la plus grande aventure. Et la fois dernière, quand on a parlé ensemble, tu m'as dit, donc il y a la plus grande aventure, mais il y a le plus beau souvenir. C'est différent pour toi ? Alors dis-moi, le plus beau souvenir, c'est quoi ? C'est le dernier, le séjour de l'année dernière à Tourtoirac, parce que l'accueil chez la personne est chaleureux, accueillant. C'est une fabuleuse cuisinière. Ouais. Dans un cadre rustique. C'est pas très loin de chez nous, Tourtoirac. C'est dans le secteur. Oui. Ouais. Dans un cadre rustique avec une petite équipe on était 8, on n'était pas très nombreux, mais lors de ce séjour, on a pu vraiment profiter des paysages, profiter des paysages, profiter de la randonnée. Prendre plus de temps. Voilà, prendre plus de temps. C'était une randonnée tout à fait à un rythme très lent, où on pouvait... parce qu'il y a des fois, lors des randonnées en Goélette, où ça va un peu trop vite. Bon, il y a des fois, moi, je demande... Tu veux dire ça va trop vite dans l'organisation au global, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la journée, ou trop vite lors de la randonnée ? Lors de la randonnée, où il y a des personnes qui viennent, qui font de la randonnée pour faire de la randonnée. C'est pas l'environnement qui... Et puis s'écouter, tu vois, prendre le temps de s'écouter, de regarder. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce séjour. C'est mais c'est quoi alors la différence entre les deux ? Parce que là, j'entends bien ce que tu as dit, mais entre donc cette belle aventure et ce merveilleux souvenir de séjour, ce serait quoi la grande différence entre les deux qui fait que tu préfères l'un ou l'autre ? Je ne sais pas s'il y a de préférence. Non, d'accord, il n'y a pas un que tu préfères. Non, c'est deux séjours. Une grosse aventure, un meilleur souvenir. Complètes. D'accord, ok. Meilleur souvenir parce que c'était la première sortie en Goélette, puis dans un cadre... incroyable. Incroyable. Puis ça, c'était pas les petits chemins de découverte. C'est ça. Puis la découverte humaine et cette solidarité, ces personnes... on a parlé donc de l'aventure, des souvenirs. Est-ce que maintenant, t'as un défi, un challenge à réaliser dans les prochains mois, les prochaines années ? Vas-y, on t'écoute. Alors, mon défi, ça a été réfléchi et abordé, c'est de faire la Flovélo qui part de Thiviers jusqu'à l'île d'Aix en vélo porte-fauteuil. Mais bon, c'est vraiment un défi parce que ça nécessite quand même une petite logistique, déjà dans le transport et puis dans l'aide humaine. Oui. Bon, là, c'est
un projet qu'on avait justement avec Virginie. Je pense qu'il faut se rapprocher de l'asso l'Odyssée de l'Espoir. Ils pourront peut-être vous donner des tips, des astuces, des moyens de faire. Maintenant qu'on sait que... Ouais, de bons conseils et puis de mettre en œuvre ce projet, quoi. Donc, c'est pour ça... ça peut être un projet carrément collectif, et si ça se trouve, ils vont travailler leur prochaine sortie là, pour cet été. Voilà, non, à mon avis, ils l'ont verrouillé. Mais pour l'année prochaine, il faut qu'on réfléchisse à ça. Mais tu vois, c'est pour ça, là, l'idée... On se met ça comme challenge, alors ? Ouais. Okay. Non, mais c'est... On se le note ? C'est un très beau challenge pour moi. Parce que justement, ma question d'après, c'était comment on peut t'aider à les réaliser. Oui, c'est ça. Christine, est-ce que tu as quelque chose auquel je n'aurais pas pensé parmi les questions, parmi notre conversation, et que tu aurais envie de rajouter avant de clôturer nos échanges ? Non, je pense qu'on a tout abordé. Ouais. Et qu'après, je dirais, les personnes qui veulent avoir plus d'informations, peuvent toujours peut-être nous contacter. Tu laisses un lien ou Tout à fait, oui, bien sûr. Dans le descriptif du podcast et dans toute la communication que je vais mettre en place, il y aura tous les contacts, les liens, etc. Donc, très bien. Et il y avait un mot pour la fin ? Anne, quelque chose, t'as entendu Christine, tu veux ajouter quelque chose ou... C'est une expérience formidable avec Christine. D'accord. Cette association, ça roule pour toi. Christine, elle va dire, c'est une expérience formidable avec Anne. Merci. Non, un mot pour la fin. Moi, le mot pour la fin, c'était pour toi. Parce que je voulais te remercier de l'intérêt que tu avais eu pour ces nouvelles filles de la campagne qui ne sont pas forcément nouvelles. Mais si tu dis ça, moi, Après, je suis émue. Ah oui, non, mais je trouve que c'est bien de s'intéresser et effectivement de faire le lien entre les activités de loisirs et le handicap. Parce qu'il y a quand même peu de personnes qui s'intéressent à ce sujet-là. Tu vois Non, mais je trouve que, tu vois, c'est... Parce qu'on va te parler... Enfin, moi, je suis à l'APF, je suis élue à l'APF, APF France Handicap, maintenant, il faut dire. Donc, je suis élue au département et suppléante à la région. Et c'est vrai que leur seul intérêt, c'est ou l'accessibilité ou le soin. Donc, tu vois, on ne parle pas. Donc, c'est bien qu'il y ait des personnes comme toi qui s'intéressent au loisir, quoi. Au sport. Au sport et qui fassent le lien avec le handicap. Le sport est un vecteur de lien, de sociabilisation finalement. Ouais. Merci, alors, tout simplement. Merci à toi. Merci Anne. Et en plus, c'est vrai que les podcasts que tu as fait, j'ai écouté SE. Ah, tu as écouté SE, cette fameuse SE. Ouais. Ah, c'est vrai qu'elle est détonnante. Eh bien, merci Anne, merci Christine. À bientôt. À bientôt. Merci pour ce partage. Je suis certaine qu'il sera utile et qu'il fera résonance au moins à l'une ou à l'un d'entre nous. Pour conclure cet épisode et pour m'encourager à en produire d'autres, on partage l'épisode à son entourage. Ça veut dire la famille, les amis, les collègues, les voisins. Et le Graal, ça serait d'aller mettre des étoiles et des commentaires sympathiques sur Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous à la chaîne de podcast pour être informé puis pour recevoir facilement les nouveaux épisodes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux des Nouvelles Filles de la Campagne, Instagram, Facebook, LinkedIn, j'en passe et des meilleurs. Et si vous aussi, vous avez des filles en tête, des femmes, des nanas qui pourraient partager leur histoire, n'hésitez pas à me contacter sur les Nouvelles Filles de la Campagne @gmail.com. Si vous avez envie d'échanger avec les Nouvelles Filles de la Campagne, sachez que je mettrai leurs coordonnées dans les descriptifs du podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci.